Merci, Monsieur le Président. J'avoue que je n'ai pas la science infuse, donc avec votre permission, certaines questions seront répondues par écrit par la suite. Puisqu'il faut être factuel et être très précis de mémoire comme cela par rapport à des dossiers qui nécessitent expertise, il va de soi que je ne pourrai pas vous apporter une lumière dans les conditions actuelles, mais néanmoins, les membres du gouvernement et les équipes vont s'organiser pour que dans les prochains jours, avec les messages et les questions écrites, il y aura des réponses à ce sujet. Par rapport à la déclaration des biens, j'avoue que je ne l'ai pas encore faite, mais je ne suis pas opposé sur le principe. Mais la question de la déclaration de biens, elle est très importante et fondamentale. Mais d'emblée, je me heurte à une première préoccupation. Comment évaluer mon patrimoine? Quels sont les documents qui me permettent de dire voilà ce que je possède et quelle est la valeur? J'ai hérité de mon père de vastes domaines. Sur quel biais je dirais que telle superficie, il n'y a pas de documentation jusqu'à présent à ce niveau-là. Donc, cela veut dire que l'administration foncière, au niveau de nos mécanismes, nous avons encore un chantier extrêmement important pour nous permettre d'évaluer exactement le patrimoine de chacun d'entre nous. C'est un process qui nécessite d'être engagé avec les leviers juridiques, les leviers de comptabilité, les structures, pour que dans les années à venir, que quelqu'un qui dit quelque chose, qui déclare avoir tel et tel bien, qu'il y ait la possibilité de lui opposer autre chose en fonction de documentation précise. Mais néanmoins, je pourrais le faire avec, disons, les approximations qui ne permettront pas d'indiquer exactement la valeur du patrimoine que je possède, surtout en ce qui concerne le patrimoine foncier. Le niveau d'exécution de la transition. Le président de la République a fait une déclaration très importante lors de son allocution pour la fête de l'année 2023. Le 31 décembre 2023, il a fait une déclaration qui a tracé l'agenda de 2024, à savoir, premièrement, l'organisation des délégations spéciales sur l'ensemble du territoire national et leur installation. Deuxièmement, le PN-RAVEC sera lancé pour permettre d'extraire le fichier électoral afin de pouvoir organiser le référendum constitutionnel d'ici la fin de l'année 2024. Je pense que d'ores et déjà, cet aspect du PN-RAVEC et de l'extraction pour avoir le fichier électoral est l'élément le plus lourd en ce qui concerne les étapes concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Dès qu'on aura cela, c'est-à-dire le fichier électoral et par conséquent l'organisation du référendum constitutionnel, le reste des processus, élections communales, législatives et présidentielles, seront organisés en conformité avec des calendriers qui doivent respecter les délais d'une élection à une autre et ensuite le code électoral et les textes réglementaires à cet effet. Et je pense que ce sera l'aspect le plus facile pour nous permettre un retour à un ordre constitutionnel de manière concertée et de manière relativement apaisée, parce que c'est ça qui est l'objectif fondamental. Mais à date, l'objectif prioritaire du gouvernement, c'est de faire respecter l'engagement présidentiel d'organiser le référendum à la fin de l'année. Et là, le ministre de l'Administration du territoire, la commission chargée du RAVEC sont à pied d'œuvre pour que cela soit. Et bien entendu, le gouvernement, dans sa globalité, en fixe une priorité absolue pour que nous puissions
de par cet engagement, le faire. Le garant du dialogue politique, comment renouer avec les acteurs politiques? Là, c'est une question, j'allais dire, très difficile. Pourquoi? Vous préparez un plat, vous invitez des convives, beaucoup se présentent, parce que c'est ça notre tradition. Si vous invitez, ils se présentent, et la grande majorité des convives se sont présentés et ont honoré ce retrouvaille autour du plat, mais d'autres disent, tant que ce n'est pas leur sauce, ils ne viendront pas. Et ça, c'est le problème. Dans notre tradition, on dit, celui qui t'invite, il faut répondre. Mais tu ne vas pas avoir des exigences au préalable pour dire, je veux telle sauce, si ce n'est pas cette sauce, moi je ne viendrai pas. C'est une offense à la tradition et à l'hospitalité africaine de nos cultures et de notre identité. Ceci dit, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'efforts que mon prédécesseur et les facilitatrices ont fait pour amener tout le monde autour de la table de dialogue. Ça, il faut le dire et le répéter. Il y a eu énormément d'efforts pour amener tout le monde autour de la table. Et tout à l'heure, dans mon discours de déclaration de politique générale, j'ai dit que le dialogue, c'est lorsqu'il y a un partenariat entre différents acteurs qui, sur la base d'un certain éthique, d'une certaine loyauté, d'un certain respect mutuel et d'une commune confiance et de loyauté vis-à-vis de la République, se disent, retrouvons-nous, parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Et la transition est l'affaire de tous. Ce n'est pas une affaire simplement du CNRD, du gouvernement, du CNT, des politiques, de la société civile. C'est l'affaire de tout le peuple de Guinée dans toutes ses composantes. Donc, la réussite de la transition, c'est la réussite de l'ensemble de toutes les composantes de la nation guinéenne. Et la faillite de ce processus impactera l'ensemble des composantes et donc la nation. Donc, il est absolument dans l'intérêt de tous de mettre tout en œuvre pour que le processus de transition réussisse. Et ça, c'est les leçons de l'histoire que nous devons tirer. Nous avons connu plusieurs transitions. Nous n'avons pas obtenu satisfaction puisque certaines transitions ont été inachevées. Aujourd'hui, nous voulons, en mémoire de toutes les victimes, de tous les sacrifices qui ont été consentis, avoir une transition qui réussisse et qui permette à la Guinée de renouer avec le développement et d'aller dans le sens du progrès. C'est ça l'enjeu. La transition n'est pas une affaire, sur ce fauteuil haut-toi que je m'asseye. C'est quel présent et quel futur allons-nous laisser à nos enfants, à la génération future. Nous avons accumulé tellement de retard. Malgré tout ce que la Guinée possède comme potentialité, nous avons accumulé du retard. On ne va pas me dire que c'est des forces externes à la Guinée qui sont responsables de ce retard. C'est des forces internes, des forces appartenant qui sont de la citoyenneté guinéenne, qui sont responsables de ce retard. Et donc, il faut que de ce point de vue, le sens de responsabilité, le sens de la loyauté vis-à-vis de la République et vis-à-vis de la nation guinéenne prévalent sur toute autre considération catégorielle ou individuelle. Et ça, c'est le langage de vérité et de responsabilité que nous devons à l'égard de tout le monde. Ce n'est pas parce que je veux simplement ça que tant que je n'ai pas ma satisfaction totale et entière sur cet aspect, je considère que ce qui est en train d'être fait est nul et non avenu. Ça, ce serait la dictature. Et nous voulons aller dans le sens de la démocratie, que la société guinéenne ne soit pas prise en otage par qui que ce soit. On a des idées, on a des approches.
confrontons ces idées et ces approches avec les autres composantes et de la manière la plus intelligente, la plus sage, que nous prenons ce qui est mieux pour nous permettre d'avancer. Et au fur et à mesure, nous corrigerons en fonction des contraintes et des obstacles que nous rencontrons. Mais l'objectif que nous nous sommes assignés, à partir du moment où j'ai été nommé Premier ministre chef du gouvernement, c'est de montrer que l'esprit du dialogue, c'est quelque chose d'absolu. C'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les autres prédécesseurs premiers ministres à nous retrouver de la manière la plus amicale, la plus familiale, pour leur montrer que leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance de la marche de l'État seront utiles et à tout moment, on pourra les solliciter pour ne pas commettre des erreurs par, j'allais dire, soit par égoïsme, soit par orgueil. Non. Tous ceux qui ont la possibilité d'apporter une idée ou une approche qui permettrait de gagner du temps, d'économiser de l'énergie, nous sommes preneurs, d'où que ça vienne. C'est ça l'esprit, à mon sens, d'un dialogue constructif et positif. Et nous sommes demandeurs. Nous avons organisé cela avec les anciens premiers ministres. Nous avons invité l'ensemble de la classe politique dans une réunion plénière. Et je dois vous dire, il n'y a qu'un seul parti politique qui n'était pas présenté. Tous les autres se sont présentés. Donc cela veut dire qu'il y a une amorce qu'il faut encourager et qu'il faut continuer pour que tous ceux qui sont en phase avec les intérêts fondamentaux de la République de Guinée, apportent leurs idées, apportent leur expérience, contribuent à ce que nous ayons une vision concertée et équilibrée et positive pour nous permettre d'avancer et d'aller plus vite. Donc, le dialogue, l'ouverture, la concertation est à tout moment un souhait et une exigence. Mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un qui ne veut pas vous rencontrer de vous rencontrer. C'est là le problème. Ce n'est pas le gouvernement qui refuse, ce sont les autres qui refusent, qui s'obstinent à dire qu'ils sont au-dessus du peuple de Guinée, ils sont au-dessus des institutions, et tant que ce n'est pas eux-mêmes qui dicteront leurs desiderata, tout ce qui va se faire est nul et non avenu. Et comme nous sommes dans un processus démocratique de participation effective des uns et des autres à l'élaboration des meilleures stratégies, des meilleures idées pour demain, il va de soi que vous-même, honorables conseillers, vous n'accepterez pas cela. Mais quand ils reviendront à plus de sagesse, à plus de considération pour tous les autres et aussi de la considération pour le peuple de Guinée, ils seront les bienvenus et la porte est largement ouverte. Par rapport à la journée des femmes, des 30%, vous savez, faire un gouvernement, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile, hein? Partager, donner des responsabilités, ce n'est pas évident. Mais par rapport à la question des femmes, au-delà de la composition d'un gouvernement, c'est un aspect fondamental qui doit guider l'action de tout gouvernement soucieux de l'amélioration des sorts de sa population. Parce que vous savez que si le sort des femmes de manière sensible s'améliore, c'est le sort de la société qui s'améliore, y compris les enfants. Donc ceci est la préoccupation majeure. Maintenant, je crois, de manière beaucoup plus précise, peut-être pas maintenant, mais de manière écrite, le ministre des Affaires sociales et de la promotion féminine fera une note technique pour répondre et apporter de la manière la plus effective la politique du gouvernement à la matière. Et je pense qu'à ce moment-là, les femmes se rendront compte qu'elles ne sont pas en arrière, mais qu'elles sont au-devant des priorités du gouvernement dont j'ai l'honneur de présider. Les contestations domaniales, propos communautaristes.
Vous savez, lorsqu'on voit comment évolue notre région, on se rend compte que la pression foncière, les raisons de conflit de haute intensité sont liées à la question foncière, donc à la question de la terre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au ministre de l'Administration du Territoire d'être très attentif sur les questions concernant la question liée à des conflits occasionnés par cette question foncière. Et au-delà de la question foncière, on passe directement à la question communautaire. Le ministre de l'Administration du Territoire est chargé de faire en sorte que tous les administrateurs territoriaux, quels qu'ils soient, respectent les principes de l'égalité de tous les citoyens et l'esprit de la loi en République de Guinée. Mais vous savez, il y a des pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas régler par un coup de baguette magique. C'est du travail, c'est une persuasion et c'est une application stricte des principes du droit. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je ne vais pas dire dans les détails ce que nous sommes en train de faire pour que les administrateurs territoriaux soient au service de la République. Au service de la République et non pas au service d'intérêts catégoriels ou au service d'intérêts communautaristes au détriment d'une autre fraction de la population guinéenne. Personnellement, j'y veille et je fais le maximum pour que ces genres de situations ne puissent pas prospérer pendant que j'assume la charge du Premier ministre, chef du gouvernement. Le financement du programme, il y avait déjà des mesures qui étaient prises, donc je suis chargé de continuer. Et ce que les honorables conseillers doivent prendre en compte, nous sommes dans une phase où on règle des situations d'urgence. Il y a des urgences qu'il faut régler le plus tôt possible. Sinon, certaines questions vont être également répondues par écrit par les ministères sectoriels du pôle financier. Par rapport au faible taux d'investissement et la situation de la CGP, ce sont des questions pertinentes. Mais permettez-moi de ne pas entrer dans le développement, parce que là aussi, il y a des mesures qui sont en train d'être prises, il y a des politiques qui vont être élaborées pour développer le niveau de taux d'investissement. Même la semaine dernière, c'était une question qui était liée à des questions se rapportant à l'éducation nationale. Nous avons cherché les goulots d'étranglement pour essayer d'avoir des mesures pour accélérer le processus. Mais par rapport au financement des collectivités locales, récemment nous avons demandé au ministre de l'Administration du Territoire et au ministre des Mines de débloquer les fonds liés au Fonds de développement local FODEL. Vous savez qu'on a eu de sérieux problèmes du côté de certaines collectivités où il y a des implantations minières parce que pendant un certain temps, ce qui était de leur droit pour les accompagner dans le cadre de collectivités impactées par l'exploitation minière, ces fonds ont été gelés pendant une durée relativement longue qui a amené à des mouvements de colère. Mais à l'heure où je parle,
des dispositions ont été prises pour débloquer tout cela et que les populations, les collectivités locales qui doivent être bénéficiaires puissent rentrer pour recevoir les fonds. Par rapport à la question du contrôle, les ministères concernés répondront par écrit. Par rapport aux femmes de Kaloum, par rapport au microcrédit qui va être mis en place, je pense que la collectivité nationale a suffisamment de moyens pour financer cela sans problème, sans qu'on rentre dans les détails, mais la ministre de la promotion féminine et qui est en charge de la question des affaires sociales et de l'inclusion se chargera d'apporter plus de lumière par rapport à cette question. Donc, par rapport aux sinistrés, d'ores et déjà, nous avons mis en place le financement pour le relogement des personnes que j'ai citées dans le texte de déclaration de politique générale. Et nous avons les moyens de les accompagner pour la suite en ce qui concerne le bail partage, la mise en place, disons, de mécanismes pour les accompagner sur le plan juridique et pour les protéger par rapport à la possession de leur patrimoine. La question de l'industrialisation de l'économie guinéenne est au cœur du processus que nous sommes en train d'engager, parce que lorsqu'on dit qu'il faut développer la croissance économique, le secteur qui est facteur de croissance, c'est le secteur de transformation par excellence. Que ce soit des produits miniers, que ce soit des produits agricoles ou des produits halieutiques, c'est par la transformation. Donc, tout cela constitue l'objectif majeur dans les années à venir pour l'industrialisation du pays. J'ai parlé de secteurs qui étaient beaucoup plus liés aux mines, mais en toute logique, un projet minier qui devient opérationnel devient une industrie minière. Et donc, la transformation des mines ou des produits agricoles, tout cela, il faut le mettre dans le paquet de l'industrialisation du pays. Pour la Commission Affaires économiques développement durable, les questions sont tellement précises et pertinentes que je ne me hasarderai pas à apporter des réponses factuelles. Les équipes vont se retrouver pour vous apporter des réponses par écrit. Même la question du reboisement, personnellement, qui me tient tellement à cœur, parce que je souhaiterais, comme l'Éthiopie l'a fait, qu'on ait une campagne vigoureuse de reboisement où on a des objectifs de planter des millions et des millions d'arbres et que ça soit suivi avec une politique qui permettrait, en relation avec les collectivités locales, de leur donner de bonus ou de motivation au regard des plantes qui vont grandir. Pas l'opération médiatique qui consiste à amener des journalistes à dire qu'on a planté un certain nombre d'arbres et après on tourne le dos et personne ne s'en occupe, ça revient à se tromper. Le reboisement fait partie d'une stratégie qui concerne la conservation de notre environnement, la conservation de notre identité, la conservation de notre moyen d'amener ou de laisser un environnement vivable pour les générations futures. C'est une priorité des priorités et nous devons développer cette approche écologique, cette culture pour que chacun se rende compte que planter un arbre, c'est contribuer à la survie de la nation, à la survie de l'humanité. Et il y avait des approches extrêmement innovantes qui avaient cours il y a 50 ans et je pense les bonnes expériences, il faut les renouveler. Que chacun, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, une famille, que chacun plante chaque année autant d'arbres qu'il compte de membres de sa famille et qu'il les entretient. C'est comme ça
progressivement, on pourra accumuler un environnement végétal suffisamment riche, suffisamment dense. C'est une approche et nous devons développer ça au-delà du gouvernement lui-même. C'est un aspect sociétal, c'est un aspect civique et tout le monde doit être concerné par rapport à cette dynamique d'aller dans le sens du reboisement, de protéger les arbres, parce que sans les arbres, la Guinée ne sera plus la Guinée. Et c'est malheureux. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, il y a des rivières qui existaient, ces rivières ont tari. La situation que nous avons vécue ces derniers mois, avec le niveau très faible du niveau des lacs de rétention pour les barrages, indique qu'il y a urgence. Il n'y aura plus besoin de construire des barrages si on n'a pas suffisamment d'eau. Et comment avoir de l'eau? Il y a des mécanismes qui existent. Protégeons ce qui existe déjà et renforçons le couvert végétal pour les années à venir. CQFD. Donc, nous devons s'y mettre pour, disons, protéger l'avenir de notre pays. Bon, par rapport au faible décaissement, c'est-à-dire à la faible capacité d'absorption de l'économie du pays, vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas passer en revue tous les rapports. Premièrement, très souvent, un décaissement nécessite que la contrepartie soit libérée. Même si c'est 10%, si la contrepartie n'est pas libérée, les fonds qui sont mobilisés dans le cadre de la ligne de financement ne seront pas du tout utilisés. Et ça devient un retard immense. Et parfois, ça bloque des projets. On dit l'argent est là, mais on n'arrive pas à bouger. Parce que nos finances publiques, fondamentalement, ne sont pas suffisamment en mesure de permettre à la puissance publique d'exprimer sa volonté politique. Pourquoi ? Nos recettes intérieures sont relativement faibles. La mobilisation est faible. La pression à ce niveau-là est de l'ordre de 12-13%, alors que dans les autres pays, c'est 20%. Nous ne pouvons pas continuer à vivre alors qu'on ne mobilise pas suffisamment nos recettes intérieures. Ces recettes intérieures mobilisées, où sont-elles logées ? Donc ce sont des questions qui ont été prises en compte dès le début et nous sommes en train de passer en revue des aspects qui sont fondamentaux en ce qui concerne l'ensemble de la chaîne concernant les finances publiques. Le premier aspect, vous avez la partie recettes. Il faut développer une capacité de collecte des recettes plus large. Il faut lutter contre l'évasion des recettes qui sont distribuées à gauche, à droite. Ce que l'État, la puissance publique doit recouvrer, il faut que ça aille là où ça doit aller et non pas dans des poches. C'est un vaste programme qui font qu'une bonne partie des recettes administratives, si vous voyez la situation, c'est comme si c'est COPEC. Or, les recettes administratives existent. En ce qui concerne les recettes fiscales, des rapports sont sur les tables où on nous indique qu'il faut aller jusqu'au bout des processus. Et la Direction générale des impôts a un dossier dont il devrait apporter des éléments de réponse à la fin du mois de mai. Je ne sais pas si c'était au début du mois de mai, mais je leur donne un sursis jusqu'à la fin du mois pour apporter des éléments de réponse par rapport à des entreprises qui doivent de l'argent à la puissance publique et donc il faut qu'il y ait soit un recouvrement, si tel n'est pas le cas, des explications claires et précises pour que nous sachions pourquoi la puissance publique n'est pas en droit de recevoir ce qu'elle doit recevoir.
Le budget. Le budget, ce n'est pas un alignement de chiffres, d'intention. C'est l'expression d'une volonté politique d'abord et d'une possibilité. Si on n'a pas la possibilité, notre volonté, c'est uniquement du mirage. Et si on veut que l'État soit fort et les possibilités de son action, c'est sur l'aspect budgétaire en ce qui concerne la mobilisation des recettes intérieures qui doit être la priorité des priorités. Dans le second cas, les dépenses, j'insiste sur ça parce que très souvent, vous voyez, on n'arrive pas à bouger. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas bouger. C'est parce que parfois, il y a des difficultés en termes de trésorerie. Pour ne pas avoir des problèmes de trésorerie, il faut qu'on revoie nous-mêmes le fonctionnement de nos administrations fiscales et de certains types de comportements qui ont cours pour radicalement changer d'optique. Le premier aspect, les recettes intérieures. Le second aspect, les dépenses. Les dépenses, lorsqu'on dépense, ça va. Mais est-ce que la dépense va là où elle doit aller? C'est l'autre point d'interrogation. Et les difficultés conjoncturelles, je vous ai dit tout à l'heure, sur près de 7 000 à 8 000 milliards de transferts, 4 000 ou même plus est pour EDG. Le reste est pour les EPA. D'où la politique qui prévaut. Les EPA seront pour l'essentiel fusionnés si ce sont des EPA pertinents. Et d'autres seront purement et simplement éliminés. Et mercredi prochain, nous allons finir ce travail que nous donnerons au président de la République pour les dernières décisions à cet effet. Parce qu'il y a eu, de ce point de vue, une externalisation des activités des ministères au profit des EPA, ce qui fait que les ministères, en termes de qualité, en termes de compétences, en termes d'efficacité, sont dévitalisés pour des EPA qui parfois ne font pas correctement le travail pour lequel on attend. Et après, lorsque vous avez un projet qui doit être monté dans un processus très court et vous avez dévitalisé les secteurs du ministère qui doivent faire le travail, il va de soi que ça va prendre du temps. Donc, ce sont des aspects, entre autres, je ne dis pas que c'est la seule explication, mais il y a d'autres aspects qui font que parfois, ce que ailleurs on fait en une semaine, nous, parfois, on le fait en 6 mois, 7 mois, et parfois même, on ne le fait pas. C'est l'une des raisons qui a fait que le FIDA, au mois de février-mars dernier, sur 31 000 $ par rapport à un programme qui aurait impacté près de 800 000 de nos compatriotes pour des pistes rurales et pour la construction de marchés agricoles, ils ont considéré que puisque la Guinée est suffisamment riche, elle n'a pas besoin de ce fonds, ils l'ont récupéré et on a perdu les 31 millions de $. Nous avons essayé de rattraper, mais c'était trop tard. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de facteurs de blocage, de retard, qui des fois sont inhérents au comportement de nos propres responsables. Bien. Mais c'est cela qui nous a amené au niveau de la primature d'avoir une personne ressource qui suit chaque projet à financement extérieur pour s'assurer si le projet a des problèmes, pour essayer de limiter au maximum les blocages. Et à ce niveau-là, c'est la même dynamique qui prévaut au niveau du bureau concernant les investissements prioritaires du président de la République pour
faire en sorte que lorsque la volonté politique existe par rapport à des projets bien précis, se battre pour ne pas que par rapport à des pesanteurs administratives ou autres, les projets restent comme ça et en fin de compte, c'est comme si personne ne s'y intéresse. Plan d'amélioration des recettes en électricité, c'est le sujet essentiel. Il fallait coûte que coûte, avec la période du Ramadan, où la population était impactée par cette chaleur torride, apporter une réponse. Et vous avez vu les batailles qui ont été menées par rapport à cela. Le ministre de l'Énergie, le moment venu, fera une communication avec des éléments factuels pour que les Guinéens sachent la question de l'électricité, c'est quoi dans ce pays. Et ça n'a pas été facile. Le fait que des compatriotes mettent en avant leurs propres intérêts personnels pour empêcher le gouvernement de la République de Guinée d'apporter une réponse courte, efficace pour la desserte en électricité de ce pays, pour soulager des populations qui étaient dans des difficultés. Vous avez vu le dépôt de Hamdallah qui a pris feu en pleine journée alors qu'il n'y a pas d'électricité, où on a perdu du matériel qui vaut près de plus d'une dizaine de millions de dollars. Et ça, ce sont des compatriotes qui ont fait ça. Lorsqu'il y a eu l'accident du côté de Manéa, immédiatement, un peu partout dans la ville, des gens sont descendus pour créer des problèmes. Donc cela veut dire que ce n'était pas quelque chose de fortuit. C'est pour dire que la réforme, le changement dans ce pays, ne croyez pas que simplement c'est une décision calme, tranquille. Parfois c'est la mauvaise volonté ou la léthargie du gouvernement qui fait que les choses ne passent pas. C'est une vraie lutte parce que des intérêts sont mis en cause. Et de ce point de vue, nous avons besoin du soutien total de l'ensemble des honorables conseillers pour savoir que pour changer la Guinée, pour changer la manière de faire, il faut qu'on se lève tous de bonne heure pour contrecarrer toutes les velléités, pour empêcher que des réformes essentielles améliorant le sort des populations puissent se mettre en œuvre. Et l'engagement que nous avons pris, puisque c'est une question de production d'abord, puisque les barrages n'ont pas été suffisamment approvisionnés en eau, nous allons ne pas être dépendants des barrages en nous donnant les moyens, en investissant dans le secteur solaire à moindre coût, c'est-à-dire dans la phase actuelle, l'État ne mettra aucun sou parce que nous ne disposons pas de ces ressources, mais des investisseurs mettront les sous dans des conditions très avantageuses pour la République de Guinée pour qu'au moins mars prochain, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir au minimum 500 MW pour ne pas être dépendant d'une pluviométrie qui peut être aléatoire. Et nous ne nous engagerons pas dans des structures où on va acheter de l'électricité dont on sait les montages que nous avons trouvés font que nous sommes engagés, endettés jusqu'au cou par rapport à la facture d'électricité telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Alléger le panier de la ménagère. Gouverner, ce n'est pas facile, hein? C'est comme la mère de famille qui sait pertinemment qu'elle doit nourrir ses enfants et qu'elle se retrouve des fois sans ressources, sans revenus. L'État aussi, dans une large mesure, c'est comme ça.
Si on ne peut pas faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, gouverner, c'est de rechercher les moyens partout où ils sont, pour que ces moyens soient mis à la disposition d'une volonté politique pour servir le pays, pour servir sa population. D'où les réformes fiscales, d'où une meilleure gestion de ses finances publiques, d'où une surveillance de là où les dépenses vont. Tout cela, c'est tout à fait cohérent, c'est un ensemble qui ne peut pas être indissociable. Si vous laissez libre cours à un aspect, il va de soi que les enfants vont pleurer de faim et que vous ne pourrez pas leur donner ce qu'ils souhaitent. La question de l'eau potable, c'est la même chose. Je me souviens au début des années 90, au temps de la SONEG et de la SEG, la Guinée était présentée comme le pays pilote, référence par rapport aux réformes, par rapport à tout ce qui concerne l'adduction d'eau. Mais je ne sais pas quelle est la calamité qui a prévalu par la suite. Tous les acquis qui ont été obtenus à une époque, tout a périclité et aujourd'hui, on a des systèmes de forage un peu partout avec des risques par rapport à l'environnement, par rapport à la sécurité même de nos maisons. Bon, mais grâce à Dieu, 500 millions de dollars ont été mobilisés pour nous permettre d'avoir les réformes structurelles de l'adduction d'eau pour Conakry. Et comme la question de l'électricité nous laisse un peu plus de marge maintenant, nous allons nous attaquer avec vigueur sur la question concernant l'eau et le ministre de l'Énergie est déjà suffisamment préparé pour s'atteler à ce volet extrêmement important. Des deux côtés, que les populations se rendent compte d'une chose. Tout ce que l'État fait a été considéré pendant très longtemps dans notre pays comme une denrée de peu de valeur, une denrée qu'on ne doit pas payer. Or, désormais, pour avoir l'électricité, on est obligé de payer. Pour avoir l'eau, il faudra payer. Pour avoir des structures performantes, rentables, pour assurer leur évolution et pour ne pas que les ressources publiques soient toutes orientées à satisfaire des tonneaux d'Anaïde, c'est-à-dire comment on appelle ça, des tonneaux qui n'ont pas de fond. Tout ce que vous mettez, ça part, tout ce que vous mettez, ça part. Jusqu'à quand? Et donc, il faut que ça s'arrête. Pas parce qu'il y a une volonté égoïste de ne pas permettre aux gens d'avoir l'électricité, d'avoir de l'eau, mais c'est de permettre à la collectivité nationale d'assurer une meilleure répartition de ses revenus pour une stabilisation de l'ensemble de ses activités. Sinon, on ne s'en sortira pas. En ce qui concerne toujours les paniers de la ménagère, c'est vrai que c'est très difficile. Mais avec l'aide de Dieu, on s'en sortira. Mais pour le moment, je n'en dirai pas plus, parce que nous sommes en train de rationaliser l'organisation financière de ce pays pour que le peu qui va être dégagé puisse satisfaire les populations en tout point de vue. Et la politique monétaire et la politique budgétaire, qui sont les leviers essentiels de l'action publique, seront à partir de ce moment-là suffisamment en conformité avec la nécessité de protéger l'épargne des citoyens, de leur donner un revenu conséquent et donc par conséquent de leur permettre de satisfaire aux besoins les plus élémentaires. La production de riz, réduction des pertes, là je ne suis pas très bien informé, mais d'emblée, ce que j'ai dit aux importateurs et aux responsables de la Chambre de commerce, on ne doit pas continuer à aller tendre la main à une puissance agricole pour dire, s'il vous plaît, permettez-nous d'acheter du riz avec vous.
Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons les bras valides. Il faut que nous développions notre agriculture, surtout le riz, le maïs, pour qu'à terme, nous ne serons pas dépendants. L'indépendance sur ce plan-là est essentielle. Donc, les importateurs, les hommes qui ont des ressources, il y a un contrat de confiance. On vous alloue des terres à condition que vous investissez dans l'agriculture. Il y a un programme qui est lancé. Et ce sont ceux qui ont les moyens qui peuvent lancer la machine pour que les autres petits paysans, par la suite, se rendent compte que, par effet d'entraînement, que l'agriculture devienne une activité où l'écrasante majorité de nos forces vives puissent s'y consacrer. C'est un challenge, c'est une responsabilité aussi de la part des importateurs qui vont être suivant des quotas limités. Bien. La question de la santé nécessite même un audit dans ce pays. Le ministère de la Santé fera un travail dans ce sens. Pour le moment, je n'en dirai pas davantage, parce qu'en termes de gouvernance, en termes d'efficacité, il y a beaucoup à redire. Et les honorables conseillers, on ne vous le cache pas. Il y a des choses qui méritent que tout le monde se rende compte qu'à un moment donné, des compatriotes ont privilégié la recherche de revenus personnels au détriment de certains secteurs sur lesquels on ne doit pas jouer, notamment la santé de la population. Un travail sera fait dans ce sens. Le gouvernement travaille à ce que, tant bien que mal, les infrastructures puissent être construites. Mais la gouvernance globale de ce secteur doit être fondamentalement revue. Il en est de même de la gouvernance du secteur de l'énergie qui doit être fondamentalement réformée. La question de l'immigration, dans le texte de la déclaration de politique générale, je vous ai dit qu'on va se retrouver avec tous les acteurs de cette question pour aller plus en profondeur, pour faire émerger des politiques structurelles d'accueil des personnes qui seront rapatriées. Parce qu'on ne peut pas se contenter simplement de les accueillir et de les laisser dans la nature. Il faut des mesures pour les accompagner, pour leur réinsertion professionnelle et pour leur implication dans des secteurs vitaux pour l'économie de ce pays. En ce qui concerne nos compatriotes qui viennent de l'Égypte, le ministre des Affaires étrangères avait préconisé un processus de rapatriement en urgence. Mais à la lumière des expériences antérieures, nous avons jugé plus opportun de laisser à César ce que César peut faire le mieux, pour ne pas se retrouver avec la situation des Guinéens qui ont été rapatriés du Soudan et de la Tunisie. OIM, Organisation internationale de la migration, a des mécanismes pour rapatrier, pour suivre et pour accompagner. Si on déroge à cette règle, les personnes rapatriées sortent du cadre de l'OIM. Et comme pour le moment nous ne sommes pas suffisamment outillés et structurés pour faire ce que l'OIM peut faire le mieux, il va de soi que ça a créé des problèmes vis-à-vis de nos compatriotes venant de la Tunisie et du Niger, et nous n'entendons pas, avec ceux venant de l'Égypte, que la situation puisse se répéter. Donc nous travaillons en étroite intelligence avec l'OIM pour le rapatriement de tous nos compatriotes. Le ministre des Affaires étrangères, dans la semaine prochaine, se rendra au Caire pour faire un plaidoyer auprès des autorités égyptiennes. Parce que si vous
dans ce pays, pour ne parler que de ce pays, si vous êtes clandestin pendant 2 ans, 3 ans, avant de sortir du territoire, vous payerez une pénalité de $105 chaque année de séjour irrégulier dans le pays. Si vous avez fait 5 ans, vous devez payer 105 fois 5, ainsi de suite. Et on a plus de 1500. On a près de 300 qui sont dans les prisons. Donc, vous voyez, en termes de coût financier, c'est un coût extrêmement important. Et le ministre des Affaires étrangères, il utilisera tout son savoir-faire pour convaincre les autorités égyptiennes. Et nous pensons que l'appartenance à la Oumma islamique permettrait de faire en sorte que nos compatriotes qui le désirent puissent sortir sans qu'on leur demande encore de payer des pénalités pour un séjour irrégulier dans ce pays. Donc voilà des questions que si on n'est pas au fait de la problématique, on peut passer à côté en se disant mais qu'est-ce que le gouvernement fait, alors qu'en réalité il y a de sérieux problèmes sous-jacents qui ne sont pas à la portée du public. Le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, le ministre des Affaires étrangères apportera des réponses et des propositions à ce sujet par rapport aux préoccupations de la Commission Affaires étrangères. Les responsables des organes de presse, création d'une autorégulation, injonction. Ce n'est pas une injonction. Ce sont les organes, les responsables des organes de presse qui ont estimé quand même il y a eu de sérieux dérapages et qui ont préconisé un mécanisme d'autorégulation interne qui n'a rien à voir avec la haute autorité de la communication. Donc ce n'est pas une injonction, hein. Ce n'est pas le gouvernement qui leur a dit il faut coûte que coûte faire ça. Ils se sont engagés à faire une charte d'autorégulation. Pour rappel, la situation était bloquée. J'ai été nommé le 27 février. Le 6 mars, je les ai invités à ce qu'on se retrouve à la primature pour que je sache quel est réellement le problème. Ils ont exprimé leur desiderata. J'ai pris un engagement de faire le tour de l'ensemble des acteurs et institutions concernés. Ça m'a pris pratiquement mois de mars et mois d'avril. Lorsque j'ai eu le feu vert de son Excellence le Président de la République, je les ai invités le 2 mai pour leur dire voilà la situation. Il faut que vous soyez des professionnels, c'est-à-dire respecter les principes de la déontologie du métier de journaliste. Et vous avez librement décidé de mettre en place une charte d'autorégulation. Donc travaillez sur ça. Moi, je reste à l'écoute. Dès que vous aurez terminé, à partir de ce moment-là, je ferai le nécessaire pour avoir le blanc-seing de son Excellence le Président de la République. Ça, c'était le 2 mai. De 2 mai au 21 mai, c'est comme si une mouche les avait piqués davantage. La sanction est tombée le 21 mai. Le 22 mai, je reçois la charte d'autorégulation. Donc, c'est médecin après la mort. Donc, il faut que ce soit clair. Nous leur avons tendu la main. J'ai pris la responsabilité d'engager ma crédibilité en pensant que, à travers ça, ils auraient compris qu'il y a nécessité d'améliorer le processus de l'exercice du métier de journaliste dans le pays, parce que pour plusieurs raisons.
Nous sommes dans un environnement fragile où nous avons vu ce que des médias ont pu commettre en Côte d'Ivoire lors des événements de 2009-2010 avec des presses ultra-partisanes qui ont alimenté les graines de la haine et de la guerre civile. Nous avons vu ce que les radios Mille Collines ont fait au Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre que dans ce pays, que dans un contexte de déstabilisation généralisée de l'Afrique de l'Ouest, qu'on laisse libre cours à des mécanismes susceptibles de remettre en cause les fondamentaux de la stabilité et de la sécurité nationale. Quiconque le fait, il sera totalement irresponsable. C'est une question de responsabilité. Si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale en tant qu'investisseurs, responsables d'entreprises qui emploient des gens, vous devrez prendre en compte, je peux être mécontent, mais derrière moi, il y a des dizaines et des dizaines de pères de famille et de mères de famille qui dépendent de l'entreprise qui est là, qui les nourrit, qui les entretient. Donc ma responsabilité en tant qu'investisseur ou chef d'entreprise, c'est de sauvegarder ce patrimoine, parce qu'au-delà de la personne qui a investi, il y a des centaines de personnes qui sont derrière. Mais si on en a cure, chacun ne s'intéresse qu'à son propre ego. Il ne se pose pas la question, mon action a-t-elle un impact sur la vie des milliers et des milliers de gens? Il va de soi que dans ce contexte, c'est la jungle. Et notre pays doit changer. Nous sommes dans un environnement où nous sommes en train de gérer une transition avec des enjeux extrêmement importants, des institutions à bâtir, une approche constructive à consolider. Mais si on peut se permettre de laisser n'importe comment et n'importe qui remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner, en tout cas, moi je ne serai pas cette personne-là. Maintenant, les aspects juridiques, le ministre de l'Information et les services techniques se chargeront d'apporter des éléments de réponse par rapport est-ce que, mais moi ce qui m'intéresse, tout ce qui peut remettre en cause la stabilité, la paix dans ce pays, je serai radicalement opposé à toute dérive susceptible de remettre en cause cette stabilité et cette paix. La liberté de la presse. Dans aucun pays du monde, certains médias ne pourront pas s'exprimer comme ce que nous enregistrons et nous avons enregistré dans notre pays. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter, pour diffamer, pour même El Hadj Mamadou Saliou, d'un prétexte liberté de la presse, on s'attaque aux autorités morales les plus respectées dans ce pays. Dans quelle société sommes-nous? Est-ce que ça, c'est la liberté d'expression ou la liberté de la presse? Soyons nous-mêmes. N'oublions pas d'où nous venons et qui sommes-nous. Le respect est une valeur qui est communément partagée par toutes les communautés nationales dans ce pays, le respect. Mais s'il n'y a pas de respect ou l'irrespect devient la valeur, ce ne sera plus la République, on n'aura plus d'institutions, ce sera la jungle. Et tous les pays qui sont dans cette situation se retrouvent aujourd'hui dans des situations désastreuses, de guerre. Les questions concernant l'indépendance, cours et tribunaux, le ministre de la Justice apportera des réponses précises à ce niveau-là. Les conditions carcérales en Guinée, c'est vrai, il faut les améliorer.
nous avons enregistré 3 décès dans un environnement carcéral à Boké, à Koya du moins, à Koya. Et immédiatement, le ministre, dès qu'il m'a interpellé, des mesures idoines ont été prises pour les transférer, ceux qui étaient encore à détention, pour améliorer les conditions carcérales. Vous savez, c'est comme le vieux paysan. Il sait qu'il doit cultiver. Lorsqu'il n'a pas cultivé pendant un bon bout de temps, préparé la terre, et la pluie approche, les premiers pluies tombent, il a été flemmard, il n'a pas préparé son terrain, et à la dernière minute, il veut tout faire, il va de soi que ce sera très difficile. Tout simplement, c'est pour dire que certains aspects de la gouvernance ont négligé des pans entiers qui font qu'aujourd'hui, durant cette transition, on doit gérer l'ensemble du passif qui est excessivement lourd. Et on ne peut pas résoudre tous les problèmes, quelle que soit la bonne volonté, par un coup de baguette magique, et surtout dans un environnement que vous connaissez. Ce n'est pas pour excuser le fait que des mesures ne soient pas prises, mais c'est pour dire qu'un gouvernement responsable doit assumer à tout moment sa responsabilité au moment où il est en situation de responsabilité. Aujourd'hui, nous travaillons à rattraper ce passif. Ce n'est pas évident, il y aura des ratés. Prenez le secteur de l'énergie, je reviens. L'entretien, si pendant des années et des années, le véhicule que vous utilisez n'est pas entretenu, un beau jour, il va vous lâcher au milieu de la route. Le transport du courant, les transformateurs, tout cela ne sont pas entretenus. Il va de soi qu'à tout moment, ça va créer des problèmes. Sans compter que d'autres peuvent encourager cela aussi pour de je ne sais pas quel intérêt. Bien. La question du banditisme, l'insécurité et tous les problèmes, la profilation du trafic de drogue, nos enfants qui sont abandonnés et qui s'adonnent à cette drogue dans certains coins des quartiers, c'est une réalité que nous connaissons. Et il faut le plus rapidement possible prendre des mesures. Dans un contexte de fragilité globale, dans un contexte de faiblesse des moyens financiers adéquats, dans un contexte où certains veulent allumer la mèche. Dans ce contexte, tout responsable soucieux de l'intérêt du pays ferait tout pour calmer et non pas pour inciter à la haine, à une forme de déstabilisation. Le budget de la sécurité, il faut le renforcer, bien entendu. C'est la raison pour laquelle, de manière expresse, on a pris des dispositions pour que la protection civile puisse avoir les moyens d'avoir, disons, des engins et des équipements pour répondre à la situation présente. Conflit entre agriculteurs et éleveurs en Guinée forestière. Quelle politique sur ce sujet? Le ministre de l'Agriculture, qui était déjà sur le terrain, vous répondra par écrit pour apporter des éléments de réponse qui permettront d'édifier ceux qui s'intéressent à la question. Mais au-delà de ça, cette question est liée à des accords qui ont existé entre le Mali et la Guinée pour assurer une transhumance des ébus. Maintenant, la transhumance des ébus, si vous ne les parquez pas,
il va de soi qu'ils vont errer et ils vont détruire les récoltes des uns et des autres. Et ceci et cela amène cela. D'où la nécessité, avec le soutien d'une organisation multilatérale, de prendre les dispositions pour qu'il puisse y avoir des parcs uniquement pour le bétail. Le ministre de l'Agriculture est mieux édifié que moi sur ce sujet. Il apportera des éléments de réponse. La marine marchande, l'accès de l'eau, transport de drogue, le monde change. Le monde est devenu plus dangereux. Les risques d'hier ne sont plus les risques d'aujourd'hui. Il faut se réinventer. Et là, ça interroge notre approche et notre gouvernance sécuritaire. Le moment venu, on apportera des éléments de réponse par rapport à ce sujet qui est particulièrement sensible. Le paiement des loyers en devises, c'est la faiblesse de l'administration qui n'assume pas les contrôles. Au Maroc, El Hadj, ils ont une monnaie nationale et quasi convertible. Pourquoi? Parce que toutes les transactions à l'intérieur du territoire marocain se font en monnaie locale. Aucun commerçant marocain n'acceptera que vous lui remettez une devise étrangère pour régler une transaction quelconque. Je peux comprendre l'offre et la demande. S'il y a une disparité très grande, il va de soi, la nature humaine recherchant toujours le profit a tendance à prendre la meilleure mesure qui peut lui permettre d'obtenir satisfaction. Mais ça, c'est un problème. Et sur le plan réglementaire, les dispositions ont été prises depuis très longtemps pour interdire toute transaction en paiement des loyers en devises. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il faut appliquer la loi et des mesures doivent être prises pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce qui est encore plus important, parce que vous savez, la réglementation, la censure, la répression d'une manière ou d'une autre, si vous ne mettez pas en place des mécanismes qui permettent aux gens de se rendre compte que en allant dans cette direction, ils sont perdants, ils vont toujours continuer, quel que soit leur bon sentiment vis-à-vis de leur pays, à aller dans cette direction. D'où la nécessité de faire en sorte que notre politique monétaire fasse que le pouvoir d'achat du franc guinéen soit de plus en plus solide. Et le moment venu, avec l'aide de Dieu, avec l'approche des ressources que nous pourrons tirer du Simandou, la monnaie nationale sera une monnaie quasi convertible. Mais pour que cela puisse être, il faudrait que d'ici là, qu'on assainisse fondamentalement tout le système économique de la Guinée. Parce que si on ne l'assainit pas, on laisse comme on vivait auparavant, les richesses deviendront beaucoup plus des sources de conflits que des sources de bonheur et de bien-être. D'où la nécessité absolue, à la veille de l'actualisation, de l'exploitation des mines du Simandou, que nous réglions les problèmes de la gouvernance économique et des autres types de gouvernance qui permettront à la Guinée d'accueillir ce nouvel apport de revenus substantiels dans un contexte où la loi, la sécurité seront respectées par tous. C'est la condition pour laquelle la question de la paix, la question d'avoir une justice qui fonctionne effectivement est très importante. Je soumets à votre réflexion cet aspect des choses. La question foncière également. La question de l'unité du pays, de ses composantes. C'est fondamental. Quand il y aura une richesse quelque part,
si nous ne réglementons pas tout le processus avant qu'on exploite cette richesse, ce sera un rush. Quand il y a eu des indices de mines de l'or à Gawal, vous avez vu ce qui s'est passé. D'où la nécessité d'anticiper et d'avoir tous les paramètres qui parfois ne sont pas des paramètres économiques, c'est des paramètres au sens juridique, au sens industriel et au sens de valeurs que les citoyens doivent eux-mêmes adopter pour que la richesse ne devienne pas du poison qui va empoisonner tout le monde. La question des logements sociaux, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme fera une réponse écrite pour répondre de manière factuelle à cette question. La Guinée est un paradis. Et moi, je crois que fondamentalement, la Guinée est un paradis. Mais Dieu nous a donné de l'intelligence et nous a imposé le sens de l'effort pour que le paradis qu'il a mis sous nos pieds, que nous puissions l'exploiter intelligemment et pour que ça nous profite. Je prends Dubaï. Il y a peut-être 40 ans, c'était un désert de dunes de sable. N'est-ce pas? Et il y a eu une vision, une volonté d'utiliser ce que Dieu leur a donné pour faire de Dubaï aujourd'hui un centre par excellence qui compte dans le monde. Et nous, pourquoi nous n'allons pas réussir dans ce sens? Donc, l'objectif, c'est d'aller dans cette direction. Dieu nous a donné des richesses à nous, de les utiliser, d'utiliser notre intelligence, d'utiliser nos capacités, de faire en sorte que ce pays, dans les années à venir, puisse être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. D'autres l'avaient déclaré avant, dans les années 50. Mais ça fait 70 ans que nous errons. Mais le temps de rupture est arrivé. Et ce temps de rupture n'est pas simplement économique, c'est même au niveau mental. C'est comme Schumpeter. Vous savez, le progrès, l'ancien disparaît pour que le nouveau apparaisse. Et parfois, c'est un conflit assez violent. Depuis 3, 4, 5 années, la Guinée est dans un profond bouleversement. Il y a des idées anciennes qui veulent coûte que coûte immobiliser le pays. Il y a des idées nouvelles qui émergent. Et c'est cette bataille que nous sommes en train de constater sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan même de certaines résistances à des réformes. Mais les Guinéens et pour la Guinée gagneront la bataille pour aller dans le sens du progrès parce que le cycle des 60 ans est terminé. C'est un autre cycle qui commence. Merci beaucoup. Toutes les questions qui ne seront pas répondues feront l'objet de réponses en détail par les membres du gouvernement et les services techniques qui ont une meilleure technicité en la matière. Merci beaucoup.